Bonjour à tous. Alors, terminons ce chapitre sur le mouvement à force centrale par l'étude énergétique du problème. Donc, nous nous concentrerons sur les forces centrales newtoniennes, donc les forces en 1 sur R2, telles que les forces de gravitation ou les forces électriques. Nous verrons que l'énergie d'un corps soumis à une force centrale s'exprime assez simplement en fonction des caractéristiques de son orbite, et ensuite nous verrons quelques applications. Alors tout d'abord, je rappelle la relation de conservation de l'énergie. 1 demi de mv2 plus l'énergie potentielle égale l'énergie mécanique qui se conserve puisque le système est conservatif. Dans le cas d'une force centrale en 1 sur R2, si je me concentre sur les forces de gravitation, voilà comment s'écrit l'énergie potentielle, moins Gm m étoile sur R. De manière générale, pour une force centrale en 1 sur R2, par exemple du type K sur R2, UR, eh bien l'énergie potentielle c'est K sur R. Donc restons sur l'exemple de la gravitation. Donc voilà comment s'exprime l'énergie potentielle. Et puis l'énergie cinétique, c'est 1 demi de mv2. Alors la vitesse, on a déjà fait ça. La vitesse, c'est une composante r point suivant UR et une composante r θ point suivant uθ. Quand on élève au carré, on a 1 demi de mr point carré. Et puis le 1 demi de m rθ point au carré s'écrit mc carré sur 2r2, c étant la constante des r qui s'écrit r2θ point, qui reste constant. Donc on a une équation avec uniquement du r, et ce que l'on a vu, c'est que finalement, les variations de r ici peuvent être décrites par un problème à une dimension d'un corps qui serait décrit par cette variable r et soumis à un champ d'énergie potentielle effective qui serait donné par cette expression. Donc si je représente cette énergie potentielle effective, je vais pouvoir savoir, qualitativement en tout cas, comment R va varier. Alors représentons l'énergie potentielle effective en fonction de R. Je trace tout d'abord mc2 sur 2r2, on obtient une courbe comme ceci, là, qui décroît vers 0 lorsque R tend vers l'infini, et qui tend vers l'infini quand R tend vers 0. Et ensuite, le deuxième terme, moins Gm m étoile sur R, eh bien, c'est une hyperbole ici qui tend vers moins l'infini quand R tend vers 0 et qui tend vers 0 quand R tend vers l'infini. Quand vous faites la somme de ces deux courbes en pointillé, ben, vous obtenez la courbe en bleu qui présente, vous voyez, un petit puits de potentiel. Alors, suivant la valeur de l'énergie mécanique, on va avoir différents comportements. Premièrement, imaginons que l'énergie mécanique est positive. Mettons qu'elle soit fixée ici, à cette valeur-ci. On sait que les états accessibles sont tels que l'énergie potentielle effective doit être inférieure à l'énergie mécanique. Tous les états accessibles sont en bleu là. Et nous avons vu que, en fait, imaginons que l'on parte d'ici, eh bien R va diminuer jusque là, puis à nouveau réaugmenter jusqu'à l'infini. Dans ce cas-là, l'astre va se rapprocher de l'astre central, puis repartir jusqu'à l'infini. Ça, c'est ce qu'on appelle des états non liés, puisque le corps n'est pas lié, n'est pas confiné dans l'espace. Ça correspond à la trajectoire hyperbolique, par exemple le mouvement d'une comète. Donc retenez, quand l'énergie mécanique est positive, eh bien, le mouvement est forcément hyperbolique, et lorsque l'on est loin de l'astre, eh bien, la vitesse du corps est finie, non nulle, et le corps adopte un mouvement rectiligne, uniforme quand on est loin. Deuxième cas de figure, l'énergie mécanique égale 0. On a ici, donc les états accessibles sont ici. Imaginons qu'initialement on soit là, et bien R va diminuer, s'arrêter ici, et on va repartir dans l'autre sens. Sauf que là, ici, R va aller jusqu'à l'infini, encore une fois. Donc on a le même problème, on a encore des états non liés, on a aussi une distance minimale d'approche, ici R va atteindre un minimum, et le corps va aller jusqu'à l'infini. Alors sauf que la différence par rapport à tout à l'heure, c'est que lorsque R tend vers l'infini, la vitesse va tendre vers 0.
Ça, c'est le cas particulier de la parabole. Donc, si on vous dit que la trajectoire est parabolique, vous savez tout de suite que l'énergie mécanique vaut 0. Alors, le cas qui nous intéresse un peu plus, c'est le cas où l'énergie mécanique est négative, strictement négative. Dans ce cas-là, on voit bien que les états accessibles sont compris entre une valeur minimale de R et une valeur maximale de R. On a ici un puits de potentiel. Alors, on voit que le système va osciller entre ces deux valeurs, avec une certaine période. D'accord ? Et donc, ça veut dire que le corps est forcément confiné dans un espace qui est défini par deux cercles, le cercle de centre O et de rayon R minimum, et le cercle de centre O et de rayon R max. Alors ça, on a déjà trouvé les solutions, ça correspond au cas de l'ellipse. Quand on a une trajectoire elliptique, eh bien le R max, ça correspond à l'apocentre, le point le plus loin, et le R min, ça correspond au péricentre, le point le plus proche. Donc, pour toutes les trajectoires liées, en fait, tous les états liés, eh bien l'énergie mécanique est strictement négative. Alors nous allons voir que l'énergie mécanique s'exprime très simplement en fonction de la forme de l'ellipse. Alors avant cela, il y a un petit cas particulier intéressant, c'est le cas où l'énergie mécanique est juste égale à la valeur minimale de EPF. Dans ce cas-là, le seul état accessible, c'est ce point-là. Et dans ce cas-là, R ne prend qu'une seule valeur, qui est R0. Pendant tout le cours du mouvement, R est constant, autrement dit, on a une orbite circulaire. On résume, si les états sont liés, l'énergie mécanique est négative. Si les états sont non liés, l'énergie mécanique est positive. Si elle est nulle, on a une trajectoire parabolique. Alors, voyons comment l'énergie mécanique s'exprime dans le cas intéressant où les états sont liés. Et pour commencer, on va s'intéresser à un cas que vous connaissez, qui est celui de l'orbite circulaire. Imaginons une planète P qui décrit une orbite circulaire autour d'une étoile, ou bien ça peut être aussi un satellite autour d'une planète, hein, peu importe. C'est un astre P qui tourne autour d'un autre astre. Je fais juste l'hypothèse que l'orbite est circulaire de rayon R0. Alors ce genre de problème, il faut savoir le faire, ça se traite très simplement avec le principe fondamental de la dynamique. Là, j'ai représenté la force de gravitation, qui est donc centrale de centre E ici, qui est en 1 sur R2, et j'ai tracé la vitesse. Bon, on constate une première chose, c'est que, bien sûr, la vitesse est perpendiculaire à la force. Comme la force est proportionnelle à l'accélération, ça veut dire que la vitesse et le vecteur accélération forment un angle droit. Or, vous savez que si l'accélération et le vecteur vitesse forment un angle droit, le mouvement est nécessairement uniforme. On l'a montré dans le chapitre sur la cinématique. D'ailleurs, c'est une évidence, puisque si on se rappelle de la loi des airs, on a R2 θ point qui est constant, mais comme R est constant, ça veut dire que θ point est constant. Si θ point est constant, cela signifie que la vitesse angulaire est constante, on a donc un mouvement uniforme. Donc le caractère uniforme, on peut le trouver aussi avec la loi des airs. Deuxième chose, appliquons le principe fondamental de la dynamique en projetant cette relation suivant la normale ici. Alors vous vous souvenez, m fois l'accélération égale la somme des forces, et je vais projeter suivant la force ici. Donc ici, l'accélération dans cette direction, c'est l'accélération normale, puisque ce vecteur unitaire ici est bien perpendiculaire à la vitesse, donc c'est bien la composante normale ici. Alors on a vu que pour un cercle, l'accélération normale c'est v carré sur r, ici v carré sur r0, mais v égale r0 oméga, donc si j'exprime ça en fonction de oméga, l'accélération normale c'est r oméga 2. Donc on a m fois r0 oméga 2, l'accélération normale, est égale à la force gm m étoile sur r0 carré. Alors si vous mettez les R0 ensemble, on va avoir du R0 cube, on peut simplifier par la masse. Le oméga, il est relié à la période par la relation oméga égale 2pi divisé par la période t. On a donc tout simplement R0 cube sur t carré égale gm étoile sur 4pi2. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve simplement la forme simplifiée de la troisième loi de Kepler. Donc vous voyez, la troisième loi de Kepler s'obtient assez rapidement avec le PFD. Troisièmement,
Je peux aussi écrire ça autrement. L'accélération normale, c'est également v carré sur r, donc je peux écrire mv carré sur r0 égale gm m étoile sur r0 carré. Et là, vous voyez, si je mets le r0 de l'autre côté, je vais avoir mv carré égale gm m étoile sur r0. mv carré, c'est 2 fois l'énergie cinétique. Donc je trouve que l'énergie cinétique, c'est simplement 1/2 de gmm étoile sur R0. Et ça correspond à moins la moitié d'énergie potentielle, puisque je rappelle que l'énergie potentielle, c'est moins gmm étoile sur R, mais ici R égale R0. Donc on a une propriété intéressante, c'est que l'énergie cinétique, c'est moins la moitié de l'énergie potentielle. Alors c'est intéressant parce que dans ce cas-là, l'énergie mécanique s'exprime facilement. EM, c'est EC plus EP, mais comme EC, c'est moins 1/2 de EP, ben ça nous fait 1/2 de EP. Autrement dit, l'énergie mécanique, c'est simplement la moitié de l'énergie potentielle. Vous retrouvez que l'énergie est bien négative, hein, ce qui correspond bien à un état lié, et ce que l'on constate, c'est que ça dépend notamment, bien sûr des masses, mais de la forme de l'orbite. Vous voyez, ça dépend du rayon de l'orbite. Plus l'orbite est grande, et plus l'énergie mécanique est grande. Donc, ça veut dire que si je veux envoyer un satellite sur une grande orbite, il faut lui communiquer une grande énergie. Petite parenthèse, ça veut aussi dire que si par exemple un satellite est soumis à des forces de frottement, son énergie mécanique va diminuer, et donc si son énergie mécanique diminue, ben, le rayon de son orbite va aussi diminuer. Donc un satellite qui subit des frottements par exemple à cause de l'air, alors à basse altitude il y a un peu d'air résiduel qui peut frotter un peu, et dans ce cas-là, le satellite va forcément, inexorablement tomber progressivement sur la planète. C'est d'ailleurs comme ça que l'on fait pour se débarrasser de certains satellites qui ne fonctionnent plus. On les laisse tomber sur Terre. Et en général, ils se désintègrent avant d'arriver sur Terre. Alors maintenant, voyons ce qui se passe si la trajectoire n'est plus circulaire mais elliptique. Donc je rappelle, vous avez le foyer qui est ici, hein, donc ça peut être une étoile, mais ça peut être aussi une planète, hein, si on s'intéresse à un problème planète-satellite. On a vu qu'il existe une distance minimale d'approche qu'on appelle le péricentre. Alors pour les termes, hein, si on s'intéresse à un problème de planète autour du Soleil, ce point s'appelle le périhélie. Si on s'intéresse à un satellite autour de la Terre, ce sera le périgée. Lorsque le point M se trouve à une distance maximale, on parle d'apocentre. Si on a un problème de planète-soleil, on parlera de aphélie. Et dans le cas d'un problème de satellite autour de la Terre, on parlera d'apogée. Bien sûr, la distance entre le péricentre et l'apocentre, c'est ce qu'on appelle le grand axe, que je note 2A. Là, il est très facile d'obtenir l'énergie mécanique du point M. L'astuce, ça consiste à exprimer l'énergie mécanique en ces 2 points. Alors vous savez que l'énergie mécanique se conserve, donc on sait que l'énergie mécanique en A ou en P, à l'apocentre ou péricentre, est la même. Alors on a vu, l'énergie mécanique c'est 1/2 de mr point carré plus mc2 sur 2r2 moins gmm étoile sur r. Mais en ces 2 points, puisque r passe par un minimum ou un maximum, r point vaut 0, et du coup j'ai simplement cette expression-là pour l'énergie mécanique. Donc j'ai une équation ici, avec du R2 et du R. Alors si vous mettez au même dénominateur, vous faites ensuite un produit en croix, vous apercevrez que l'on tombe sur une équation du second degré. Alors on va la résoudre ensemble. Donc là j'ai réécrit l'énergie mécanique, hein, donc valable au niveau de l'apocentre ou du péricentre. Je vais multiplier tout ça par R carré, on va avoir EM R2 égale MC2 sur 2 moins GMM étoile R. Je divise par EM par exemple, et je mets ça sous une forme canonique. Donc j'ai une équation ici du second degré. Alors vous savez sans doute que quand on a une équation du type x2 moins sx plus p égale 0, ça c'est la somme des racines, et ça c'est le produit des racines. x1 plus x2 et
ici on a le produit des racines. Par exemple, je sais que donc les racines ici de cette équation sont telles que R1 plus R2 est égal à moins G M étoile sur EM. Autrement dit, EM égale moins G M étoile sur R1 plus R2. Or, qu'est-ce que c'est que R1 plus R2? Eh bien, dans une ellipse, comme on vient de le dire, ici R1 c'est la valeur minimale, R2 c'est la valeur maximale, on a R1 plus R2 qui est égal au grand axe de l'ellipse. Donc nous venons de démontrer que l'énergie mécanique c'est simplement moins G M étoile sur le grand axe de A. Donc finalement, ce que l'on vient d'obtenir, c'est que l'énergie mécanique, c'est encore une fois proportionnel au produit de masse, et c'est inversement proportionnel à la taille de l'ellipse. Encore une fois, plus l'ellipse est grande, plus l'énergie mécanique sera grande. Si on résume ce qu'on vient d'obtenir, finalement, pour une orbite circulaire, on obtient assez facilement les deux relations ici, R0 cube sur T carré égale Gm étoile sur 4pi2, et EM égale moins Gmm étoile sur 2R0. Et pour les orbites elliptiques, ces relations restent valides, à condition simplement de remplacer le rayon par le demi-grand axe. Donc vous remplacez R0 par A, et vous obtenez des relations qui sont générales pour toutes les orbites liées. Alors ces relations, elles sont intéressantes parce que la première relation, vous voyez, elle vous dit que si vous connaissez la taille de l'ellipse, vous retrouvez la période, et vice-versa. Hein. La deuxième relation, elle vous dit que si vous connaissez l'énergie mécanique, eh bien vous connaissez la taille de l'ellipse. Alors en général, l'énergie mécanique, c'est facile à obtenir grâce aux conditions initiales. En général, vous connaissez les conditions initiales, donc vous connaissez l'énergie mécanique, donc vous pouvez trouver la taille de l'ellipse. Connaissant la taille de l'ellipse, vous pouvez trouver la période orbitale.